Bonjour à toutes et à tous. Alors croyez-vous que le choix de porter un masque ou pas vous appartient à 100%? Croyez-vous que le choix de vous faire vacciner ou pas est issu de votre mental à 100%? Pensez-vous vraiment être autonome dans vos décisions? Eh bien, j'y ai cru moi aussi pendant des années, jusqu'au jour où je suis tombé sur plusieurs études et recherches, dont je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui, qui m'ont amené à creuser ce sujet jusqu'à aujourd'hui encore. Car pour les nouveaux abonnés, sur cette chaîne, ce qui me passionne le plus, ce sont les sujets autour du conditionnement et de l'influence positive. Alors attention, aujourd'hui, sujet sensible. Aujourd'hui, vous allez découvrir que vos choix, les miens non plus d'ailleurs, ne sont pas forcément les vôtres. Et dans l'ambiance actuelle des manipulations d'opinion publique, il me paraissait important de parler de ce sujet brûlant. Tout d'abord, notre cerveau a été créé ou programmé pour apprendre des autres. Nous évoluons par mimétisme. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien entendu ou pas bien compris ces derniers mots, nous nous copions les uns les autres pour évoluer. Ça commence dès la naissance. Alors on va commencer très simple. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez sûrement remarqué comment les enfants, même bébés, sont fortement attirés par vos téléphones portables, au profit d'ailleurs de n'importe quel autre jeu que vous pourriez lui mettre devant lui, n'est-ce pas? Alors, comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole et faites le test vous-même. Mettez plein de jouets devant votre enfant et au milieu des jouets, vous allez par exemple y mettre votre téléphone portable, celui que vous utilisez chaque jour. Vous verrez qu'il ou qu'elle, si c'est un garçon ou une fille, va vite se précipiter dessus. Et pourtant, ce n'est pas pour aller lire ses mails, ni regarder son Facebook, surtout pas à l'âge de 5 ans. Encore moins, je dirais, pour aller écouter les débilités qui tournent en boucle sur les médias traditionnels. Non, absolument pas. Les bébés prennent les téléphones portables pour les mettre dans la bouche. J'imagine qu'aucun d'entre vous avait essayé de faire ça, n'est-ce pas? Mais alors la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi le téléphone devient-il plus important que manger ou que tout autre objet, comme même les objets qui sont colorés? Les recherches en neurosciences ont mis en évidence que l'enfant voulait absolument le téléphone, car depuis sa naissance, il avait vu ses parents l'utiliser avec intérêt du matin au soir. Donc même si votre enfant a juste quelques mois, son cerveau aura enregistré que ce petit métal rectangulaire que l'on aime prendre dans nos mains est sans doute extrêmement précieux. Ce comportement, depuis notre plus jeune âge, nous apprend quelque chose de précieux. C'est que nous sommes nés avec une disposition ou une prédisposition à apprendre, à mimer, à recopier de notre entourage. Et cette tendance n'est pas volontaire, mais instinctive. Un peu le même genre d'instinct qui va faire que mesdames vont tourner les yeux quand un bel homme musclé va passer près d'elles, ou que messieurs vont tourner la tête quand une belle femme voluptueuse va passer près d'eux. Fermeture de la parenthèse. En fait, notre cerveau humain est conçu pour acquérir de la connaissance dans un contexte social. Nous apprenons en imitant, en assimilant, en adoptant le plus clair de notre temps sans en être conscient. Nous apprenons en regardant les autres vivre, en regardant les réactions des autres. Seulement, les réactions des autres ne vont pas seulement nous apprendre des choses, mais aussi nous influencer à notre égard. Prenez par exemple les sites en ligne comme TripAdvisor, Booking.com ou Amazon ou même Facebook. Tous ces sites, par exemple, affichent et donnent des valeurs sur les opinions des autres à l'égard d'un produit ou d'un poste, par, vous savez, des étoiles, par des j'aime, par des pouces vers le bas. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, mettez un petit pouce vers le haut. Mais aussi le nombre de j'aime, etc. et les commentaires. Et comme notre cerveau est conçu pour apprendre, on va dire qu'il y a une source d'apprentissage énorme avec les j'aime pas, les étoiles et les commentaires. Du coup, pour le dire vulgairement, notre cerveau va se gaver. Prenons par exemple TripAdvisor ou Booking.com ou Amazon. Quand vous devez partir en vacances ou choisir un restaurant ou acheter un livre, vous verrez, quoi qu'il arrive, toutes les évaluations qui sont le reflet des opinions d'utilisateurs et nous leur accordons un poids considérable. Imaginez par exemple un restaurant qui a 300 commentaires et 290 mauvais et en même temps 0 étoile. Il est fort à parier que vous n'irez absolument pas l'essayer. Eh bien oui, vous n'êtes pas devant votre choix. Car pour que ce choix dépende de vous, il aurait fallu que ce restaurant affiché sur un de ses sites soit sans étoiles d'utilisateur, sans commentaires, sans j'aime ou sans j'aime pas. Rien, juste vous et vos décisions. Alors que là, les appréciations des autres vont affecter les vôtres. Sean Taylor, alors pas le footballeur américain qui est décédé en 2007, non, celui qui travaille pour Facebook et qui étudie l'influence des évaluations et des commentaires, il a découvert que
si on manipule le premier commentaire de manière positive, okay, la probabilité que les autres commentaires soient aussi positifs augmente considérablement et bien sûr vice-versa. D'ailleurs, vous pouvez voir que les commentaires sont d'office mis en avant sur les plus pertinents sur Facebook et ça, je vais dire que ce n'est pas anodin. Faites le lien maintenant avec un livre chez Amazon, un restaurant sur TripAdvisor ou un hôtel sur Booking. Et vous allez déjà vous demander si vous avez fait les bons choix lors de votre dernier voyage et s'ils venaient vraiment de vous. Mais continuons. Une expérience a été menée il y a quelques années à l'Institut de sciences Weizmann en Israël par Micha Edison. Il y avait aussi Yadin Doudaï qui sont des neuroscientifiques et Tali Sharot que l'on connaît, professeure associée de neurosciences cognitives et fondatrice de l'Affective Brain Lamb College universitaire de Londres, si je ne me trompe pas. Et si vous voulez, ces chercheurs avaient décidé de voir ce qui se passait dans nos cerveaux quand nous découvrons les opinions et les convictions des autres. Alors voilà comment ils ont procédé. Imaginez que vous êtes dans une salle avec d'autres participants et un des chercheurs rentre du coup dans la salle et vous donne un formulaire à remplir et ensuite vous montre un film de 45 minutes. À la fin du film, vous vous asseyez devant un ordi et vous devez répondre à 200 questions qui sont bien sûr liées au film. Exemple, par exemple, combien de motos ont été garés dans cette scène, de quelle couleur était la robe de l'actrice principale, etc., etc. Il faut savoir, c'est que tout le monde réussit parfaitement le test, car les questions n'avaient aucun piège, absolument aucun. Mais quelques jours plus tard, imaginez qu'on vous invite à revenir au laboratoire, toujours avec les autres participants, mais cette fois-ci, on va vous scanner le cerveau et vous demander de repasser le test. La différence ici, c'est que pour chaque question, on vous montrera les réponses des autres participants avant que vous ne donniez votre propre réponse. Bien sûr, certains passages, certaines réponses ont été faussées et ont été volontairement transformées pour la recherche. Et voilà qu'on vous repose les mêmes questions. Imaginez qu'à la question de combien de motos étaient garées dans la scène X, vous aviez répondu 10 et que 10 soit vraiment le bon chiffre et la bonne réponse. Mais qu'en relisant les réponses des autres, qui ont été changées, vous lisez 8. À votre avis, qu'allez-vous faire ? Eh bien, les résultats ont démontré que dans 70% du temps, écoutez bien, 70% du temps, les volontaires se sont conformés aux mauvaises réponses données par les autres, même s'ils savaient qu'ils détenaient la vérité. En d'autres termes, leur croyance, leur confiance en eux ont été ravagées par les autres. Mais le test ne s'arrête pas là. À la fin du test, les chercheurs ont révélé aux participants que certaines réponses données par les autres participants étaient fausses. Et ils ont demandé à tout le monde de refaire encore une fois le test et de répondre aux questions en fonction de leurs souvenirs personnels. Et c'est là où ça va vous faire peur. La manipulation était tellement forte que la moitié, oui je dis bien 50% des personnes, 50% des souvenirs des participants ont été changés à jamais par des faux souvenirs du film et du coup, ils ne peuvent que donner de mauvaises réponses alors que lors du premier test, leur réponse était juste. Mais ce n'est pas tout. Quand en plus, ils leur demandent à chacun s'ils pensent encore qu'ils ont été influencés par les réponses ou par les fausses réponses que les chercheurs leur avaient données au test précédent, leur réponse était non. Et oui, nous affirmons toutes et tous être moins influençables que notre voisin, ce qui est d'ailleurs bien sûr statistiquement impossible. En fait, l'influence se manifeste de façon tellement discrète que nous nous faisons surprendre. Mais ne voulant pas être le produit des préférences des autres, nous allons préférer nier ce fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement in the mind, dans le cerveau ? Dans une de nos zones du cerveau existe l'amygdale qui fait partie de notre très vieux cerveau. Et l'amygdale est connue pour le traitement des émotions comme la peur par exemple. Et quand l'amygdale réagit fortement aux opinions des autres, elle déclenche une réaction biologique qui empêche le lobe frontal de corriger les fausses croyances. En fait, quand un participant disait que ses souvenirs étaient justes alors qu'ils ne l'étaient plus, ce n'était pas pour se donner bonne conscience, mais tout simplement car leur trace mnésique, qui est la modification du tissu nerveux, était physiquement modifiée à jamais. Alors, d'un côté, nous mimons les autres de manière inconsciente, et cela va dicter nos choix et nos actions. Ensuite, les dires, les faits et les gestes des autres vont influencer nos choix, et même si nous savons que nous ne sommes pas dans le vrai, nous irons dans la majeure partie du temps, rappelez-vous 70% des cas, vers cette direction opposée, car il y aura eu un changement indélébile dans notre cerveau. Et puis il reste le dernier point qui apparemment ferait de nous la seule espèce au monde capable de faire cela. C'est notre capacité à essayer de deviner ce que les autres pensent.
que ce soit nos amis, nos clients, nos fans sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous pouvons le voir dans les commentaires. Nous appelons ça des jugements de valeur qui ne prennent appui sur rien d'autre que les jugements de celui qui écrit ce même commentaire. Et nous nous ajustons en conséquence. Imaginez que vous êtes sur la terrasse d'un café avec votre meilleur ami. Okay, vous venez de finir de manger et le serveur, pour être aimable, sympa avec vous, vient vous voir et vous propose gratuitement un petit verre de vin qu'il vous fait sentir. Donc vous prenez le verre, vous sentez, vous dites poliment, car vous êtes bien rassasié, mais vous ne dites pas, vous dites juste non, non, merci, c'est gentil. Votre ami a vu votre réaction et va du coup mettre en place la théorie de l'esprit pour essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas voulu de ce verre de vin gratuit qui m'a l'air d'ailleurs bien bon. Elle va commencer à savoir ce qui s'est passé dans votre mental, du moins elle va essayer de le deviner. Et dans ses analyses internes, celle du peut-être que l'odeur du vin n'était pas bon ou peut-être que le vin a été tourné, eh bien ces analyses-là, ces prises de position vont exister. Donc ce sont des jugements de valeur. Du coup, quand le serveur va se tourner vers votre ami pour lui proposer aussi le vin, par doute ou par croyance, elle refusera aussi poliment le verre gratuit sans même le sentir. Alors bien sûr, on va dire que pour un verre de vin, pour un hôtel choisi sur Booking ou un livre acheté en ligne ou un resto choisi sur TripAdvisor ou même le téléphone que bébé met dans la bouche, on va dire que c'est pas trop grave. Je dirais même qu'ici l'influence est amusante. Mais imaginez ça pour des choses plus imposantes comme par exemple la décision de porter un masque ou pas, la décision à vous faire vacciner ou pas, comme aussi la décision d'acheter en bourse maintenant ou de vendre et de faire exploser une crise économique majeure et mondiale comme celle de 2008 par exemple. C'est ce que les neuroscientifiques Benedetto De Martino et Colin Kammerer ont démontré. Car ils ont essayé de comprendre pourquoi les traders en 2008, alors qu'ils voyaient tous, écoutez bien, les chiffres montaient en exponentiel devant leurs yeux sur leurs écrans, alors qu'avant les cours en bourse faisaient que monter et descendre, pourquoi, là d'un coup, que la courbe explose vers le haut, ils ont décidé en même temps d'acheter alors que les actions étaient au plus haut, donc les plus chères. La question que chaque trader à ce moment-là avait dans leur tête vient de la théorie de l'esprit. Cette question c'est, que savent les autres que moi j'ignore? En faisant leur expérience, ils ont découvert que ceux qui ont acheté des actions à des prix excessifs sont ceux qui ont obtenu de meilleurs résultats aux tâches liées à la théorie de l'esprit. Pour ceux qui ne font pas de lien, par exemple, entre la crise de 2008 et les traders, sachez qu'une bulle financière, comme celle qui a créé l'effondrement des marchés en 2008, se forme quand de gros volumes d'échanges se font à des prix excessifs. Et il apparaît que cette bulle financière, hormis d'autres facteurs, n'existerait pas en l'absence de la théorie de l'esprit. Bon, je dirais qu'après ce détour-là, j'ai juste un petit peu perdu mon fil. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui. Donc du coup, les neuroscientifiques, ceux qui faisaient l'expérience avec les traders, ont découvert que la décision d'acheter à un prix excessif, donc de créer une bulle économique dangereuse, a lieu quand le trader croit que les autres détiennent des informations positives sur un marché, même si lui sait que cela va créer une bulle dangereuse. Ces croyances, du coup, là, sont aussi ébranlées. Alors pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Tout simplement pour continuer ma mission d'information de lanceur d'alerte, d'un autre genre que celui qui touche à notre aspect psychologique profond, pour continuer aussi ma mission d'éveilleur de conscience, en commençant par la mienne bien sûr, mais aussi de maîtrise de soi et d'émergence spirituelle dans un monde où la clarté n'est plus un luxe. Quand vous voulez, par exemple, écouter quelque chose ou regarder quelque chose, quand vous entendez des infos qui se répètent à l'infini de la même manière sur différents canaux d'information, pratiquement parfois au mot près, alors soyez très prudent et allumez 20 fois votre caméra intérieure d'analyse et de jugement. Regardez aussi quand vous utilisez les choix, les actes, mais aussi les demandes des autres pour guider les vôtres. Rappelez-vous que souvent, l'influence s'exerce à notre insu et donc il est souhaitable d'être plus conscient de nos décisions, donc d'abord d'accepter que vos choix et vos décisions ne soient pas en totalité les vôtres. C'est ça le premier pas pour ne pas être trop, que je mettrai entre guillemets, influencé. C'est savoir que nous le sommes quoi qu'il arrive. Ceux qui diront le contraire seront ceux qui ont un ego tellement démesuré que leur influence ne vient même plus des autres, mais de leur pire ennemi, leur ego personnel, que je mettrai au pluriel. Ensuite, sachez qu'une seule personne
peut changer la totalité de votre décision et avoir un impact dramatique sur votre vie. Donc quand vous entendez par exemple, comme aujourd'hui dans le monde entier, de la propagande à tout va sur les vaccins qui vont nous sauver du virus de la peur, quand vous entendez sur toutes les chaînes et radios que les situations sanitaires sont graves, quand l'atteinte de vos choix personnels entre dans des stratégies marketing, je vous invite à vous poser ces questions. Est-ce que ces décisions viennent vraiment de moi? Est-ce que c'est vrai? Ai-je vraiment tous les éléments pour savoir que c'est vrai? Et pour finir, rappelez-vous que vous êtes influencé par les autres, mais les autres sont aussi influencés par vous. Voilà pourquoi ce que vous dites, ce que vous faites est important pour votre propre vie, avec un temps limité qui nous est imparti, mais aussi pour le comportement de votre entourage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'ouvrir les yeux sur les manières que nous avons d'être influencés par les autres et les manières dont nous influençons aussi les autres. Bien sûr, à chacun de faire ses choix de vie, à chacun de prendre ses décisions et de choisir de qui ou de quoi vous allez donner votre accord. Dans cet avenir de plus en plus rétréci, je vous invite à rester aligné avec vos valeurs, avec votre cœur. Et même si ces valeurs ne sont pas 100% les vôtres, it's okay. À partir du moment où elles vous élèvent et élèvent ce que vous rencontrez vers le meilleur d'eux-mêmes. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent mieux comprendre les ruptures que nous vivons actuellement et comment elles impactent nos valeurs, alors je vous invite à venir à mon dernier webinaire de la série Comment se réinventer spirituellement en 2020, c'est samedi à 10 h. Vous avez le lien d'ailleurs qui doit être au-dessus de la vidéo ou qui s'affiche dans la description. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous retrouve mercredi prochain dans une autre vidéo pour continuer à apprendre, évoluer et ensemble vivre notre spiritualité au quotidien. Au plaisir de lire vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.